Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, je suis vraiment très content de vous retrouver pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez tous bien fêté, bien mangé et que vous avez très bien profité avec les vôtres. Maintenant, mais malheureusement, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Retour au, retour au réel. Allez, oui, tout le monde dans la salle, allez perdre les calories. Les amis, restez bien jusqu'à la fin. Je ne vais pas juste donner mon avis aujourd'hui, je vais soutenir concrètement une artiste mise à l'écart. Vous voyez, si vous voyez déjà de qui je parle. En faisant exactement ce qu'elle demande. Pourquoi je fais ça? Pas parce que pour faire de la pub ou quoi que ce soit. Non. Parce que j'y crois en ce que je fais. Une vidéo tournée en Cisjordanie montre un homme en pleine prière au bord de la route. Et une voiture arrive. La scène est simple. L'homme prie. La voiture arrive. Elle ne ralentit pas. Elle fonce carrément. Pourtant, il voit bien l'homme en train de prier. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix délibéré. Le fait est là. Ce qui frappe, c'est ce qui n'arrive pas après cet acte. D'après Éric Nolot, les amis, le slogan, enfin pour lui c'est un slogan, de la rivière à la mer, serait un message codé appelant à la disparition d'Israël. De Rima Hassan et de la France Insoumise. Rima Hassan, c'est pas n'importe qui à la France Insoumise, c'est devenu la tête d'affiche, la tête de gondole, si j'ose dire. Et quand on dit la question palestinienne sera réglée de la rivière à la mer, implicitement, ça veut dire Israël sera rayé de la carte. Moi, je trouve que c'est problématique. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense la justice, mais c'est un message codé quand même qui en appelle à la disparition d'Israël. Je veux dire, ce message, effectivement, il est tendancieux. C'est un problème. Une séquence télévisée ou un slogan politique est interprété comme une intention criminelle. Par contre, on n'entend jamais interpréter les autres slogans. Ok. Là-dessus, il ne répond pas à ce slogan. Il lui prête une intention. Il transforme une formule politique en menace, puis il condamne cette menace. Le raisonnement est circulaire. Il invente le sens, puis il s'en indigne. C'est un procès d'intention. Ces personnes, les amis, ces personnes-là, ils ont une ligne éditoriale à respecter. Soit tu la respectes et tu travailles, soit tu refuses et tu perds ton travail. Voilà ce que ces gens-là ont compris. Restreindre l'expansion des colonies serait moralement répréhensible. Une prise de parole officielle où l'expansion des colonies est défendue sur le terrain moral. Regardons comment le raisonnement est posé. Il n'y a aucune réponse concrète aux critiques. Le sujet n'est pas traité sur les faits, ni sur les conséquences. Le terrain est déplacé. On ne parle plus de ce qui se passe réellement là-bas. On parle de morale. Et une fois que la morale est installée, la discussion, elle est verrouillée. Tu ne sais plus discuter. À partir de là, celui qui critique n'est plus quelqu'un qui n'est pas d'accord. Il devient quelqu'un qui fait le mal. Le procédé est efficace. Il ne cherche pas à convaincre. Il disqualifie, il ne débat pas, il ferme la porte. Les amis, en France, la Banque Société Générale demande à certains candidats internationaux de remplir avant tout entretien un questionnaire portant sur l'origine, le genre, l'orientation sexuelle et sur les opinions. La demande n'a aucun lien avec le poste. On ne recrute pas sur des compétences, on classe des profils. Qui pense quoi? Qui est quoi? Le tri se fait avant même de parler du travail. Soit la Société Générale recrute des profils idéologiquement alignés avec la majorité interne,
Même sensibilité, même code. Soit elle écarte ce qui ne rentre pas dans ce moule. Sinon, l'intérêt de ce type de questionnaire, je ne vois pas, elle n'est pas claire. Dans cet extrait télévisé, les amis, un discours religieux est tenu sans détour. Les mots sont assumés, pas des métaphores, pas de distance. La question n'est pas de savoir si quelqu'un valide ses propos ou non. La question, c'est ce que produit le fait de commenter, de les discuter, de les laisser s'installer dans un débat public. Commenter ce genre d'idées ne veut pas dire les approuver, mais les traiter comme une opinion discutable, les poser sur un plateau, sur la table, les laisser circuler sans rupture claire, c'est leur donner une place dans le débat. Des images montrent une intervention policière lors de célébrations de Noël à Haïfa. Pas de troubles visibles, pas de menaces apparentes. Une fête religieuse est traitée comme un problème. L'écart entre les images et leur traitement interroge. Pendant ce temps, vous avez Sataniaou qui vous souhaite un joyeux Noël à tous les chrétiens. Une explosion survient dans une mosquée pendant la prière du soir au Nigeria. Salut à mes amis nigériens. Le fait sont lourds, les amis. Des morts, des blessés. Mais l'information apparaît, puis disparaît aussitôt. C'est pas la gravité qui manque, c'est le traitement. Quelques lignes, pas de plateau, pas de répétition, pas d'émotion installée. Le fait existe, mais il ne s'impose pas. Pourquoi aller parler des personnes qu'on dit ne plus vouloir chez nous? En parler, c'est injecter de l'émotion, provoquer de la réaction et au final nuire à ceux qu'on prétend combattre. Ailleurs, pour d'autres attaques, la mécanique est inverse. Image en boucle, débat, analyse, visage, hommage. En Australie, c'est passé quasi la même chose. Dans l'échelle de gravité, c'est pareil. Pourtant, l'Australie, ça a fait le tour du monde. Les amis, quand je vois cette caricature et les raisons pour lesquelles elle est insultée, je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec Eric Nolot. Le même parallèle qu'Eric Nolot a fait avec la phrase de Rima Hassan. Donc, moi, je peux dire la même chose aussi. Les amis, cette caricature, ce n'est pas une critique de fond, c'est un code. Dans cette caricature, il ne faut pas voir la caricature, il faut lire ce qu'il y a derrière. Donc voilà, Eric Nolot l'a fait pour Rima Hassan sur une phrase qui n'a rien à voir. Ben, moi aussi, je peux le faire sur Charlie Hebdo. Et ce que moi, je lis derrière, ce n'est pas ce que tu dis est faux, parce qu'on sait très bien que Roca Diallo est poursuivi, souvent attaqué parce que elle n'est pas d'accord avec la façon dont certains en France présentent la laïcité. Donc le message que moi je vois derrière cette caricature, c'est que tu es noir, tu n'es pas de nôtre. Qui es-tu pour venir critiquer notre laïcité? On ne débat pas d'idées là, on la renvoie à une identité. Le problème ici n'est pas l'humour, mais la cible et la manière. Les années passent, les amis, les temps s'écoulent, et pourtant le mécanisme reste identique. Charlie Hebdo n'évolue pas. Quand la cible est noire, la satire recycle toujours les mêmes imaginaires, le corps, l'exotisme, l'héritage colonial. Quand la cible est musulmane, le registre change à peine. Religion, soupçon, radicalisé. Les formes varient, mais la logique demeure. Il n'y a pas d'évolution, pas de remise en question. Seulement la répétition de vieilles méthodes. Charlie Hebdo, à un moment donné, le disque est rayé. Le cofondateur de Lush explique publiquement que ceux qui ne partagent pas ses positions politiques
peuvent ne pas consommer ces produits. Bravo, hein, parce qu'on sait tous ce que ça induit derrière. Sa position est en tout cas assumée. Il ne cherche pas à rassembler tout le monde. Il trace une ligne. Acheter devient un choix cohérent, avec une conviction, et ne pas acheter aussi. Ce qui compte ici, ce n'est pas la cause défendue, mais la logique. Il n'y a pas de discours masqué, pas de neutralité de façade. La marque ne joue pas sur deux tableaux. Il accepte de perdre des clients, mais le message est lisible. Chacun sait où il met les pieds. Un classement mondial mesure la perception d'Israël à l'étranger. Pour la deuxième année consécutive, Israël se retrouve en dernière position du classement mondial des marques pays. C'est un palmarès qui mesure la perception des différentes nations par l'opinion publique internationale. Au sein de Nicole, bonsoir, on va en parler avec vous. Israël, c'est pas glorieux, hein, derrière des pays comme la Russie et la Chine. Tout à fait. En termes de perception, en tout cas. Tout à fait. Dans ce classement, il y a 50 pays qui ont été répertoriés et Israël est à la 49e place, sachant que la 50e, c'est l'autorité palestinienne. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image d'Israël et de ses citoyens, eh bien, est très mal vue à l'étranger. Israël n'a pas bonne presse du tout et ne fait pas vendre. C'est une enquête qui a été menée sur un mois, au mois de septembre dernier, et ça a été mené sur 40 000 personnes dans pas moins de 20 pays, ce qui représente 70% de la population mondiale. En toile de fond, évidemment, c'est la guerre. Les Israéliens qui sont considérés, je cite, comme directement responsables de la situation dans la bande de Gaza et qui sont perçus comme des personnes tout simplement indésirables à l'étranger dans de nombreux pays. On le voit, ça se traduit dans les rues par des Israéliens qui se font insulter juste parce qu'ils parlent hébreu. Israël qui est perçu comme un symbole, je cite encore, colonialiste, toxique et déconnecté des valeurs libérales, notamment pour les pays occidentaux. Alors, moi, je veux commencer par dire comment ne pas devenir les plus détestés quand les dirigeants sont dans le déni. Quand Netanyahou mène une conquête désapprouvée par une large majorité. Quand, à l'ère des réseaux, des déclarations haineuses et barbares tournent en boucle sans nuance. Quand on voit des enfants mourir dans l'indignation générale. Quand on hiérarchise les morts, quand on paye des influenceurs pour détourner le regard, quand on découvre de faux comptes chargés de blanchir, voire de justifier des actes jugés généraux. Le raisonnement ici est simple, les amis. Ce rejet d'Israël de l'extérieur n'est jamais interrogé sur ses causes. Il est présenté comme une hostilité irrationnelle, jamais comme une conséquence. Toute critique devient une preuve supplémentaire de haine, jamais un signal d'alerte. Ce mécanisme produit un effet pervers. Plus l'image se dégrade à l'international, plus cela sert de carburant au discours interne. Voyez, regardez comment ils nous détestent. Il faut se protéger. Le rejet devient un argument politique, pas un problème à résoudre. De la même manière, les amis, que l'extrême droite en France cherche à provoquer une confrontation civilisationnelle. C'est pas moi qui le dis, c'est Éric Zemmour. Exactement comme certains courants du sionisme se nourrissent d'actes anti-juifs condamnables, évidemment, pour servir une fin politique. Bon, c'est mon opinion. Hein. C'est mon opinion, en tout cas basée sur la logique de ces discours. Voilà qu'on arrive à la fin de cette première vidéo de l'année, les amis. Et comme promis, voilà, je voulais parler de Blanche Gardin. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour que revenir dans la société, faire plaisir à mes concitoyens en tant qu'artiste. Et je pensais à tous ces gens que je rencontre dans la rue, les gens qui me disent t'as pas honte, espèce de va des bites. Ou alors les autres personnes qui me disent oh là là, c'est triste, on vous voit plus, on aimait bien ce que vous faisiez, c'était rigolo. Eh bien, j'ai trouvé une solution pour ces deux catégories de personnes. J'ai mis mes anciens spectacles en location sur mon site internet. Comme ça,
pour les personnes qui me détestent, ils pourraient louer mon spectacle et se regrouper entre gens qui me détestent et m'insulter directement avec moi sur l'écran, quoi. Et les personnes qui m'aiment bien, ils pourraient revoir mes spectacles parce qu'ils sont plus nulle part. Et troisième effet positif, ça serait que moi, du coup, ça me ferait un petit peu d'argent. Parce que, comme je vous l'ai dit au début, je n'ai plus de travail. Beaucoup, les amis, ont préféré se taire pour préserver leur carrière. On va pas citer les noms, vous les connaissez. Elle, par contre, non, les amis. 3 €, les amis, ce n'est pas la fin du monde. Mais ça redonne le travail à quelqu'un qui, pour avoir défendu la Palestine, se retrouve au chômage aujourd'hui. Ce n'est ni de la charité, ni de la publicité. Elle ne m'a pas payé, elle ne m'a pas demandé, je ne la connais pas. En tout cas, personne n'y est obligé de le faire. Moi, je l'ai fait parce que je trouve ça juste. Parce que je trouve que une personne connue qui vivait de son travail, qui accepte de perdre son travail juste pour avoir parlé de la Palestine et qui ne fait pas volte-face, je pense que elle mérite mon respect et 3 € ne me ruinera pas. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo, autant que j'ai pris plaisir à la faire pour vous. La vidéo est maintenant terminée, mais la discussion continue dans les commentaires les amis. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. On se retrouve d'ici quelques jours. En attendant les amis, paix sur vous.